Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal de l'Afrique. Voici les titres. Libreville retrouve peu à peu la normalité 2 jours après la proclamation des résultats et les autorités ne veulent pas traîner. L'investiture du président Ali Bongo aura lieu dès demain, mardi, malgré l'accueil glacial de la plupart des partenaires du Gabon. Reportage dans les rues de la capitale gabonaise entre soulagement, déception et résignation. Il y a urgence en RDC pour endiguer l'épidémie de choléra qui a déjà touché plus de 18 000 personnes. La prévention est indispensable en cette saison des pluies. Reportage à Mbandaka, dans l'ouest du pays. À 31 ans, née dans un bidonville d'Afrique du Sud, elle est aujourd'hui l'une des chanteuses d'opéra les plus demandées au monde, de Paris à New York. Portrait de Preti Yende qui vient de sortir son premier album. À Libreville, les tensions politiques demeurent. L'appel au dialogue du président sortant est rejeté par l'opposition qui veut rester mobilisée. Mais il n'y a pas eu d'incident depuis la proclamation de la victoire à la présidentielle du président sortant, Ali Bongo. C'était dans la nuit de vendredi à samedi. À la veille de la cérémonie d'investiture, la capitale gabonaise a retrouvé un rythme de vie plus normal. Mais cette reprise reste parfois timide. Regardez le reportage sur place de Marcel Amoko, Zigoto Chaya avec Salima Belhadj. Le visage d'un lundi ordinaire à l'heure de pointe. Difficile ce matin de circuler dans la principale artère commerciale de Libreville. De nombreux chauffeurs de taxi ont repris le volant, comme Cyril, de retour au travail après un mois d'arrêt. On a comme l'impression que les choses sont en train de revenir, mais toujours avec des barrages militaires, qui sont encore dus à nombreux embouteillages aujourd'hui, c'est lundi matin. Sur la chaussée, les vendeurs à la sauvette ont réinvesti le marché Kembo dans le 2e arrondissement, l'un des fiefs de l'opposition, un haut lieu de la contestation post-électorale. Mais ce matin, dans ce magasin de vente en gros, la crise semble très loin. Aujourd'hui, tout se reprend dans le normal. Toutes les boutiques sont déjà ouvertes. Les clients, les commerçants, ils viennent prendre ces marchandises pour qu'ils continuent sa vie comme l'habitude. Un calme de retour et des expatriés de nouveau dans les rues. Sécurité habituelle devant les grilles du lycée français où les cours ont repris après 48 heures d'interruption. De quoi soulager cette mère de famille venue accompagner ses 2 enfants. Nous, on est venu vraiment l'esprit tranquille, déposer les enfants à l'école. Le week-end s'est très bien passé dans le calme. Sincèrement, ce matin, quand j'ai déposé mon fils, je n'y pensais même plus au problème qu'il y a eu. Là, on ne sent rien du tout. Donc pour moi, tout est redevenu normal. Libreville, une capitale qui s'apprête à vivre ce mardi la cérémonie d'investiture du président Ali Bongo, 72 heures à peine après la validation de sa réélection par la Cour constitutionnelle. À Kinshasa, en proie à des violences politiques qui ont fait des dizaines de morts, la situation s'est apaisée là-bas aussi. Même si là non plus la crise politique n'est pas réglée, elle a en tous les cas des répercussions de l'autre côté du fleuve. Regardez, à Brazzaville, la capitale est confrontée à une importante pénurie de carburant. Cela dure depuis plusieurs jours. Un comble pour un pays producteur de pétrole. Une bonne partie des produits raffinés sont importés et transitent par Kinshasa. Et les approvisionnements ont donc été perturbés par les violences. En RDC, toujours, l'épidémie de choléra continue à sévir. Elle a déjà touché près de 18 000 personnes et fait 517 morts selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. La région de Mbandaka et le bassin du fleuve Congo, dans l'ouest du pays, est particulièrement touché. Les risques de contamination sont d'autant plus importants cette saison des pluies. Le reportage sur place de Thomas Nicolon. Voici le centre de traitement du choléra de Mbandaka, en Équateur. Ici, l'équipe médicale reçoit de nouveaux malades quotidiennement. Les médecins font ce qu'ils peuvent, mais ils déplorent le manque de sensibilisation. Traiter un cas qui est déjà arrivé, c'est bien beau, mais ce n'est pas résoudre le problème. Donc il faut agir en amont. Et agir en amont, c'est en fait renforcer les mesures de tout ce qu'il y a comme le volet de sensibilisation par rapport au comportement, par rapport à ce que la population doit faire pour pouvoir éviter cette maladie. C'est ce qui est important parce que traiter, c'est bien beau, mais lorsque vous n'agissez pas en amont, en prévenant cette maladie, en tout cas, on risque de se retrouver encore avec des cas qui risquent d'être permanents parmi nous. En l'absence d'eau traitée et d'un assainissement adéquat, les habitants de Mbandaka et de la RDC sont exposés. Plusieurs ONG procèdent ainsi à une chloration de l'eau, une mesure simple, mais qui permet de sauver des vies.
Au début, certains se méfiaient du chlore. Mais avec le temps, les gens ont compris à quel point il était important de chlorer l'eau pour prévenir la maladie. Malgré une épidémie qui se répand rapidement, le gouvernement provincial de l'Équateur rassure, la situation évoluerait positivement. Vraiment, l'évolution va bien. Le pic commence à baisser. Nous avons l'espoir qu'avec l'appui des partenaires et des agences, nous allons bouter dehors le choléra. Et maintenant, la situation se régularise et la situation va mieux. Tous les regards se tournent aujourd'hui vers Kinshasa, où l'on déplore déjà plusieurs morts et où la maladie pourrait faire des ravages. Mais les enjeux n'impliquent plus seulement la RDC. L'épidémie est transfrontalière et touche une grande partie du bassin du fleuve Congo. Une cérémonie au Sénégal pour un bien triste anniversaire. Il y a tout juste 14 ans, le Joola sombrait au large des côtes gambiennes, faisant près de 2000 morts. Le bateau qui assurait la liaison entre Ziguinchor et Dakar transportait 4 fois plus de passagers que sa capacité maximale. Les secours ont tardé à arriver. Depuis, les familles de victimes attendent toujours que justice soit faite. Écoutez ces réactions au micro de Sarah Sako. 14 ans que nous attendons toujours des promesses qui n'ont pas encore été tenues. La justice n'est pas encore faite pour un naufrage avec près de 2000 personnes disparues. Le renflouement n'a pas encore été fait. La question du mémorial est toujours à la traîne. Et même pour faire de cette journée une journée du souvenir telle que nous l'avons demandé, où tous les acteurs sont d'accord avec nous, nous n'avons encore rien vu de ce côté. Et des propos recueillis par Sarah Sako à Dakar. 80 bougies pour Winnie Mandela, l'ancienne épouse du leader de la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud, a fêté ses 80 ans ce lundi à Soweto avec la Ligue des femmes du parti au pouvoir, l'ANC. Malgré ses déboires avec la justice, son parcours controversé, elle reste très populaire, notamment dans certains milieux défavorisés. Celle qui est surnommée la mère de la nation a lancé des appels au changement à la tête de l'ANC. Elle est née, elle aussi, dans un township en Afrique du Sud et a connu, elle aussi, un parcours hors du commun. Elle a 31 ans à peine et déjà le monde entier la réclame. La chanteuse sud-africaine Pretty Yende, l'enfant prodige de l'opéra surnommée la nouvelle Jessie Norman, vient de sortir son premier album et s'apprête à se produire dans la plus prestigieuse salle de New York, mais sans jamais oublier son pays natal. Retour sur son parcours avec Nadine Mourarokeye. Dans son premier album intitulé En voyage, la chanteuse sud-africaine nous emmène sur les traces de son passé. À 31 ans, la soprano a déjà une longue carrière derrière elle. Née dans une famille de musiciens en Afrique du Sud, la belle Yende chantait du gospel à l'église. C'est à l'adolescence, grâce à un spot publicitaire, qu'elle découvre l'opéra. Quand j'ai entendu la musique, j'ai su que je pourrais le faire. Parce que c'est humain. Je le sentais même sans savoir que c'était humainement possible. Et quand on m'a dit que ça l'était, j'ai dit « enseigne-le-moi ». À 16 ans, celle qui grandit dans un township du nord-est de l'Afrique du Sud remporte un concours de chant, ce qui lui ouvre les portes d'une des plus grandes écoles lyriques du pays. Elle enchaîne alors des récompenses et se produit dans les plus prestigieuses salles d'opéra au monde. Mais pour elle, ses meilleurs moments se sont déroulés au Metropolitan Opera de New York. La première fois que j'ai ouvert ma bouche et que j'ai chanté au Met, c'était comme si tout le Metropolitan Opera accueillait ma voix. C'était comme si les gens me disaient « nous t'aimons ». C'était si bon, si facile. Applaudi partout dans le monde, il lui reste à réaliser un de ses plus grands rêves, populariser la musique classique dans les coins les plus reculés de son pays natal. Et un mot de football pour terminer. Les déboires continuent pour Serge Aurier. Le défenseur ivoirien du PSG a été condamné à 2 mois de prison ferme pour violence sur un policier. Mais il reste libre dans l'attente de la décision de la cour d'appel.
Cela laisse tout de même planer un doute pour la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Une mauvaise nouvelle de plus pour les éléphants après l'annonce de la retraite internationale de Yaya Touré la semaine dernière. Et c'est la fin de ce journal de l'Afrique. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur France 24, l'info continue dans un instant. Actuel, présenté par Virginie Hertz. Cette semaine, Laurence Rossignol, la ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes, répond aux questions de France 24. Ne manquez pas cet entretien exceptionnel sur France 24 et sur france24.com.